nous avons des moyens de pression colossaux. Nous pouvons arrêter l'aide au développement. Nous pouvons bloquer. Qui est très important. Absolument. Sait, oui. Nous pouvons bloquer les virements des étrangers ici à leur famille là-bas, par la Western Union. Nous les bloquerons. Vous savez que ce sont des sommes colossales, que c'est sans doute dans la plupart de ces pays le premier poste de la balance des paiements. Ouais. Troisièmement, on les touche au portefeuille. Exactement. Troisièmement, ces gens-là veulent venir en France en tourisme. Beaucoup d'entre eux veulent venir en France en tourisme, en particulier la bourgeoisie de ces pays. Nous bloquerons les visas tant que leur gouvernement ne reprendra pas leurs délinquants et leurs clandestins. Je rappelle que même Emmanuel Macron l'a fait pendant 6 mois. Vous avez vu que personne n'était content. Malheureusement, Emmanuel Macron a cédé. Moi, je ne céderai pas. Quatrièmement, on peut monter en gradation. Les dignitaires de ces régimes ont des appartements, ont des propriétés en France. S'ils ne veulent pas reprendre leurs clandestins et leurs délinquants, nous les saisirons. Nous avons bien saisi les biens des oligarques russes. Enfin, et puis les biens africains. Je rappelle que ces gens-là, par ailleurs, veulent, en tout cas pour leurs dirigeants, se faire soigner en France, en particulier à l'hôpital américain de Neuilly. Je peux vous dire que moi, il y aura plus d'hôpital américain à Neuilly tant qu'il n'y aura pas de reprise des OQTF. Ça, je pense que c'est fondamental. Nous avons les moyens de faire pression sur ces gens. Il faut cesser cette complaisance et cette soumission. Nous sommes toujours au même niveau. Intellectuel ou pas intellectuel, le noir ne change pas. Sinon, comment vous allez comprendre qu'un simple petit pays comme la France, qui ne représente même pas la moitié de la superficie de la République démocratique du Congo, puisse nous menacer, nous utiliser, nous contrôler juste maintenant là. Et pourtant, tous les pays là, il y a rempli de professeurs. Il y a même des professeurs au pouvoir. Les Alassane Ouattara, les Conté, les Macky Sall. Tout ce monde-là, ils arrivent à être contrôlés par la France. On nous contrôle la monnaie, on contrôle nos richesses. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des idiots. Vous pouvez m'importer les versions, on ne va jamais nous considérer. Le noir reste le noir parce que nous sommes incapables de relever le défi. Partout là où nous sommes, on sème la pauvreté partout. Même si on nous met en Europe, c'est nous les plus pauvres. On nous amène en Asie, c'est nous les plus pauvres. On nous amène à l'Amérique latine, c'est nous les plus pauvres. Parce que c'est dans la mentalité des Noirs. Le Noir refuse même le développement. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon, quelqu'un a passé 14 ans, il n'a rien fait. Il y a des gens quand même qui menacent les autres en disant non, faut pas critiquer. C'est le meilleur des présidents. La mentalité des Noirs là, vraiment, ça ne va jamais finir. Même après 30 ans, nous allons toujours mourir en mer, en train de traverser pour aller chercher quelque chose que les Blancs viennent prendre ici, ils partent là-bas, et puis nous on suit. On va toujours mourir. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait ça, mais vraiment, c'est la race la plus nulle même de la planète, les Noirs. Tous les autres se développent. Les Chinois se développent, les Arabes se développent. Il n'y a que les Noirs qui, partout, ils sèment la pauvreté. Parce que mentalement, ils sont pauvres. Les gens, quand tu vois les gens comme les présidents, on te dit que ce président, il est professeur, il est hautement diplômé. Mais regarde son comportement, c'est la mentalité des moutons. On ne peut pas se développer. Le problème de l'Afrique, c'est ça le problème. C'est dans la peau. Même quelqu'un qui te dit que lui, c'est un intellectuel. Demain, quand on va dans le pouvoir, il va se comporter comme un idiot. Comment, même les choses que vous copiez, c'est les blancs. Vous n'arrivez pas à respecter ça. Vous avez copié, prendre ça pourquoi? Vous êtes incapable d'appliquer ça, vous êtes parti prendre ça pourquoi? Quelqu'un, il a un doctorat, il veut faire le 3e mandat. Ça, c'est quelle mentalité? Tu as vu ça où? Là où vous êtes parti copier là-bas, vous avez entendu qu'il y a le 3e mandat. C'est ça le problème du noir. Même quand il copie toujours des choses, il renverse ça avec la couleur de sa peau. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. Alors d'abord, qu'a découvert l'AIEA? Eh bien que l'Iran n'a jamais eu autant d'uranium enrichi dans ses stocks. Selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Téhéran a aujourd'hui produit 4486 kilos d'uranium enrichi. C'est 22 fois supérieur à la limite autorisée en 2015
par les accords de Vienne censés encadrer le programme nucléaire iranien. Le deuxième constat, et peut-être le plus inquiétant, c'est que l'Iran va vite, très vite, dans son programme nucléaire. Il y a 1 an, tout juste, Emmanuel, la République islamique affichait haut et fort commencer la production à haute intensité d'uranium enrichi à 60%. C'est un seuil important car c'est suffisant pour créer ce qu'on appelle une bombe sale de grande envergure. Et bien après 1 an de production, l'Iran dispose dans ses usines nucléaires de 128 kilos de cet uranium enrichi à 60%, en montrant qu'elle est capable d'en produire en masse. Téhéran indique au monde entier que le régime iranien se rapproche de plus en plus de l'enrichissement d'uranium à 90%, le seuil nécessaire pour fabriquer une bombe atomique. Selon des responsables américains cités par le Wall Street Journal, il faudrait probablement moins de 2 semaines à l'Iran pour produire suffisamment de matériaux de qualité militaire pour une arme. Alors, est-ce que ça veut dire que Téhéran est à 2 semaines de la bombe nucléaire? Alors, pas tout à fait, Emmanuel. D'abord parce que dans son rapport, l'AIEA ne mentionne aucunement trouver trace d'uranium enrichi à 90% dans les usines iraniennes. Pour rappel, il faut, selon les experts, environ 25 kilos de cet uranium enrichi à 90% pour produire une seule bombe atomique. On se souvient qu'en mars, des particules enrichies à 83,4% avaient été retrouvées dans les usines nucléaires iraniennes, mais il ne s'agissait que d'infimes traces, des particules plus exactement. Téhéran évoquait alors un accident de production, et depuis, l'agence n'a, semble-t-il, pas trouvé d'autres traces de ces particules à 83%. Mais pour certains experts, la menace est très sérieuse. Écoutez Lova Hillel, chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions nucléaires. Oui, elle est en capacité d'être une puissance nucléaire, mais il faut rappeler aux téléspectateurs que l'Iran travaille sur un programme nucléaire depuis les années 70 en fait. Donc on est en 2023. Son objectif c'est de faire peur en disant je peux l'avoir. L'Iran est à 2 semaines d'avoir la bombe nucléaire depuis 6 mois en fait. Oui, alors il y a en revanche une chose, c'est une jolie formulation, il y a une chose qui inquiète, c'est qu'en parallèle de tout ça, Téhéran a limité l'accès, je le disais tout à l'heure, aux inspecteurs de l'AIEA. Oui, parce qu'il faut le savoir, les experts de l'AIEA visitent plusieurs fois par an, avec l'accord de Téhéran, les sites nucléaires iraniens. C'est d'ailleurs au cours de l'une de ces visites qu'ils ont pu se rendre de l'accélération du programme nucléaire de l'Iran. Mais depuis plusieurs mois, ces mêmes experts ont de plus en plus de difficultés à réaliser leurs inspections. Téhéran a largement refusé de coopérer, note l'agence cette semaine. Surtout, Téhéran a interdit en septembre l'accès à ses usines aux 8 experts considérés comme les plus expérimentés de l'agence, principalement des Français et des Allemands. Un geste sans précédent, extrême et injustifié, s'inquiète l'AIEA. Cela affecte gravement le contrôle du programme nucléaire iranien. Alors Téhéran explique qu'il s'agit là d'une réponse politique après un avertissement reçu par Paris et Berlin quelques semaines plus tôt. Elle n'a pas prévu de réautoriser ce personnel à rentrer sur son territoire pour l'instant. Merci beaucoup Quentin. Les pertes de l'armée ukrainienne dépassent 160 000 hommes. À titre de comparaison, c'est plus qu'une moitié de l'armée française en général. Rien que pour ces 6 derniers mois. Et les pertes totales, ça dépasse déjà 380 000 hommes. Donc, de quoi parlez-vous? Demandez au régime de Kiev pourquoi elle envoie ces gens comme la chair à canon dans cette fournaise de la guerre. Quel est l'objectif ils peuvent atteindre? Ils savent très bien que cette guerre ne peut pas être gagnée comme ça parce que là, ils ont face à eux la Russie. Donc c'est impossible. Vous êtes donc porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Bien sûr, vous voyez tout ce qui se dit dans les médias. Vous avez certainement vu que selon le média Nikkei Asia, Vladimir Poutine aurait l'intention d'entrer en guerre contre l'Ukraine pendant au moins 5 ans. Il aurait fait part de ses intentions à Xi Jinping lors de sa visite à Moscou en mars de cette année. C'est le plan?
5 ans, enfin pourquoi 5 ans? Il y a plein de spéculations sur ce sujet, la guerre de 5 ans, de 100 ans, etc. Mais en fait, pour nous, c'est pas l'objectif. La guerre, c'est pas l'objectif. Nous sommes obligés de rester dans cet état de l'opération militaire spéciale, aussi longtemps qu'il le faudra. Car la solution pacifique ne se profile pas. Aussi longtemps qu'il le faudra. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si c'est pas par la voie politique, nos objectifs seront atteints par la voie militaire. Nous n'avons pas de choix. Et je vous répète, et je vous reviens à un moment très important, que le régime de Kiev, lui-même, le 30 septembre 2022, par le décret présidentiel de président Zelensky, s'est interdit toute négociation avec la Russie. Pour le moment, il n'y a pas l'aide prochaine américaine, elle n'est pas débloquée. Là, aujourd'hui, Washington a débloqué sa dernière tranche d'aide militaire disponible pour l'Ukraine, c'est 250 millions de dollars, et c'est la dernière aide disponible, donc sans un nouveau vote au Congrès américain. Le rendez-vous, il est donné en janvier 2024, ça bloque, ça coince. Comment vous regardez cette situation? Encore, on est très direct. Est-ce que vous vous frottez les mains? Vous dites, voilà, le vent tourne, le vent occidental est en train de tourner, et c'est très bon pour nous. Peut-être qu'il s'agit d'une certaine prise de conscience à l'Occident, parce que d'un côté, c'est une fatigue par les appétits énormes du régime de Kiev qui sont prêts à avaler toute aide militaire ou financière parce qu'ils savent très bien quoi faire avec tout ça. Ils s'empochent l'aide financière, l'aide militaire aussi, ils peuvent vendre et revendre les armes. Donc là, pour eux, ça peut être un processus interminable. Donc là, pour nous, c'est peut-être un bon signe, une certaine prise de conscience à l'Occident. En Europe, c'est pareil. Les perspectives de l'aide de l'Union européenne restent assez floues. Donc peut-être qu'à un moment donné, nos chers partenaires à l'Occident comprendront que ça n'a aucun sens. Et il faut plutôt, au lieu de sponsoriser l'effort de la guerre, vaut mieux peut-être se concentrer sur les efforts de la paix. Donc au total, l'Ukraine a dû perdre un peu plus de 10 millions d'habitants. Ils étaient 38 au départ. Ils étaient 38 réels. 41 officiels, mais quand on retirait les gens de la Crimée et de la République de Donetsk et de la République de Lugansk, effectivement on tombait autour de 38 millions. Donc ça veut dire qu'il serait maintenant entre 27 et 28 millions. Donc voilà, il y a un vrai problème. Par ailleurs, évidemment, il y a un effondrement total de la natalité, mais pour une raison simple, c'est que les jeunes femmes ne sont plus en Ukraine. Oui, bah oui, forcément. Elles sont parties. Et on comprend très bien que dans les familles, on dise aux jeunes femmes, aux filles, pars pour ne pas être victime d'un bombardement, etc. Bon, mais le résultat, il n'y a plus d'enfants. Il y a plus d'enfants. Et donc se pose de manière extrêmement précise la question de la survie de l'Ukraine. Bien sûr. Aujourd'hui. Vous savez, on voit les porte-paroles israéliens répéter les mêmes mensonges à souhait, et on leur dit arrêtez d'essayer de rendre votre communication plus performante et mettez fin à votre occupation, ça rendra votre tâche beaucoup plus facile. L'occupation israélienne n'a pas commencé avec la création du Hamas, le Hamas n'a été créé qu'en 1987, le siège n'a pas commencé avec le Hamas, l'occupation et la colonisation en Cisjordanie n'ont aucun rapport avec le Hamas, et donc nous savons que la source de la violence et de l'injustice dans cette région du monde, c'est cette occupation. Et je vais vous donner un exemple très simple, c'est comme si vous parliez des Noirs aux États-Unis qui luttaient dans le mouvement contre la ségrégation et quelqu'un à qui vous parliez vous dit mais le problème vous savez c'est Malcolm X et vous lui dites non mais il y a Martin Luther King, qu'il parle à Martin Luther King et le problème n'est ni Martin Luther King ni Malcolm X, c'est la ségrégation. Mettez fin à la ségrégation, vous mettez fin à la source de la violence et de l'injustice. Nous avons proposé à plusieurs reprises des moyens politiques. Mais testons la bonne volonté israélienne. Est-ce que le représentant israélien aujourd'hui de ce gouvernement colonial peut dire qu'Israël est prêt à démanteler les colonies? Est-ce qu'Israël est prêt à retourner aux frontières de 67? Et il est présent aujourd'hui à Jérusalem, sa partie est est annexée illégalement, c'est un territoire occupé. Est-ce qu'ils sont prêts à se retirer de ce territoire occupé et de l'ensemble des territoires occupés? Qu'ils répondent à ces trois questions et nous testerons cette bonne volonté israélienne. Nous avons la réponse, 500 000 colons, 2 000 Palestiniens tués, 1 500 Palestiniens arrêtés en Cisjordanie au cours des 2 derniers mois, dont 37 députés palestiniens. Je pense que cela est très clair.